Rebonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. On entame aujourd'hui la 3e saison. Je sais que vous aimez geeker, alors aujourd'hui on parle de pneus de gravel et on essaie de déterminer quels sont les facteurs qui font qu'un pneu est bon ou mauvais. Et pour ce faire, j'ai invité Olivier de la Durantaye, qui est non seulement un coureur cycliste émérite, mais qui est aussi ingénieur. Et vous allez entendre lors de ce podcast qu'il a été très sérieux dans ses recherches. Pour vous donner un peu de contexte, parce qu'on va en parler pendant le podcast, j'ai croisé Olivier un peu après Big Red Gravel Run cette année et on a eu une grosse discussion sur le parfait pneu. Pour ceux qui ne savent pas, Big Red, c'est un mélange un peu de tout. Il y a des sections très techniques, des sections très roulantes, alors le choix du pneu est vraiment important et après avoir geeké un peu avec lui, on a décidé ensemble que ça ferait un bon épisode et je l'ai invité sur le podcast. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, je vous invite à le faire afin de ne rien manquer et si vous voulez me donner un petit coup de main, allez laisser une évaluation positive. Bref, sans plus tarder, allons parler avec Olivier. Yes, sir. Yes, sir, Miller, ça va? Mais ouais, toi, c'est beau chez vous. C'est ma blonde qui fait la déco, fait que... Avec le setup de café déjà tout prêt dans le background. Ouais. Puis en plus, on a même un print de Filion du Messo juste en arrière. Ah ouais? C'est vrai, ça ressemble à leur canette. Ouais, exact. C'est lui qui fait pas mal tout le design graphique, puis Ouais. il fait vraiment des beaux prints. Puis je pense qu'il fait des... Ouais, c'est des éditions peut-être même uniques, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il en fait de temps en temps, puis... Good, je vais garder un œil là-dessus. C'est le genre à ma blonde aussi. Puis sinon, en forme? Yes, quand même, là, j'étais un peu scrap voyons, de la gravelle du parc. Ouais, Au ça s'est bien party, passé. ouais, quand même, j'ai fini 11e à un spot de la 10e place. Là. On a fini ça au sprint finish. On avait un gros groupe. On était le deuxième groupe. Puis à la fin, ça commençait à s'attaquer. Boum, boum, boum. Puis là, j'avais un coéquipier avec moi. Puis on a fait. C'est quand même cool comment ça s'est passé. Il m'a ramené. Il y a un gars qui a sauté. J'ai ressauté sur lui. Puis finalement, c'est quand même décidé parce que avec notre groupe, je pense que le dernier du groupe avec qui on a roulé, il arrivait comme pour la 20e place. Fait que c'est comme quand même cool comment somme toute ça s'est aligné à la fin. Là. Une grosse saison de gravel, pareil pour toi. On s'était parlé juste après Big Red, puis ça s'était bien passé aussi pour toi à Big Red. Ouais, mais tu sais, je pense que cette année, j'ai décidé de quand même prendre les choses sérieusement, tu sais, parce que ce qui est quand même funny, c'est qu'une course de route, on en a tellement que, mettons, ça devient comme juste la routine. Ton bike, des fois, il n'est pas 100% en ordre, blablabla. Mais ce qui est cool des événements de gravel, c'est que des fois, tu sais, t'es comme, tu prends plus le temps de checker tes affaires pour que tout soit en ordre en vue de l'événement. Tu roules moins souvent ton gravel, fait que, tu sais, ça sort un peu de l'ordinaire. Puis le côté préparation est outrement plus important parce que, bon, les flats, tu en as plus. Ton choix d'équipement a un plus gros impact sur ce que tu fais versus en route, si tu as 10, tu es à rime, tu as des 25, des 23, tu t'en sors tant que tes pneus soient en ordre, là, mettons. Puis tu fais Ouais, ça. c'est ça. Ouais, puis c'est justement tu sais, de là qu'était venue, je pense, l'idée du podcast d'aujourd'hui. Tu sais, on s'était parlé, on avait toutes des stratégies de pneumatiques un peu différentes à Big Red à cause justement que c'était le lendemain du gros déluge, puis qu'on savait pas de quoi ça aurait l'air. Puis là, il y en avait qui allaient full crampon, il y en avait qui étaient quasiment slick, il y en avait, ça partait un peu dans tous les sens. Fait que je pense que c'est ça. Puis c'était aussi la question que tout le monde se posait avant Big Red, là. Je pense qu'effectivement, le matériel compte pour beaucoup dans le monde du gravel. Ben oui, exact, parce que, tu sais, dans le fond, j'ai toujours fait un peu de gravel, mais jamais sérieusement, puis je m'étais pas intéressé à ça, mais on voit que, tu sais, dans les dernières années, il y a eu une grosse explosion sur les pneus de gravel. Puis là, je magasinais des trucs pour mettre sur mon nouveau bike de gravel. Puis là, je regardais ça, la panoplie de pneus était, tu sais, tu as un choix presque infini maintenant de pneus. Puis là, j'étais comme, ben, par où je commence? Fait que j'ai comme geek out pas mal là-dessus. Puis je me suis servi un peu de mon background en génie mécanique pour essayer de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui ferait le meilleur pneumatique pour mon type de rider. Parce que, tu sais, Mhm. c'est sûr que là, on va parler de pneumatique. C'est sûr que si tu veux avoir du confort, pas de flat, puis du grip tout le long de la course, mais que tu t'en fous d'aller vite ou pas vite,
ben là, c'est une autre question. Fait que, il reste que c'est pourquoi tu optimises. Puis, moi, dans le fond, vu que je suis pas un gros, gros rouleur, puis je voulais quand même bien faire, ben j'ai dit, je veux optimiser pour avoir le setup le plus rapide. Puis, c'est quand même c'est ça, c'est quand même un choix que je pense qui est quand même compliqué à faire. Puis, il y a peut-être beaucoup de croyances, puis de mythes, associés à l'entour du choix des pneumatiques, là. Ouais, c'est justement ce que j'allais dire. Je pense que ça va être mon podcast le plus, je dirais, scientifique parce que, tu sais, mettons, le pneu de gravel, des fois, ils ont l'air vraiment rapides. Puis là, je nommerai pas la marque, mais tu sais, j'ai eu des pneus qui avaient l'air extrêmement rapides dans le passé. Puis au final, je pense que c'est les Pirelli S qui ont l'air très lents, puis qui finalement sont plus rapides selon la science, les tests de rolling resistance, etc. Donc, c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment le côté scientifique. Puis toi, dans le fond, tu as un background qui, je dirais que un petit côté scientifique, ingénierie, je sais pas si tu veux en parler un peu. Ben oui, certainement. Tu sais, c'est ça, j'ai toujours. Tu sais, il y a plusieurs mondes qui choisissent l'ingénierie parce que, mettons, c'est juste une manière d'avoir un job versus un autre. Puis, tu as peut-être une certaine affinité, mais moi, dès le départ, tu sais, c'était comme vraiment une grosse passion. Fait que, on dirait que, tu sais, je sais pas si tu as déjà écouté Prison Break, la série, là, le gros Ouais. classique. Genre, tu sais, comme des fois, il y avait des scènes où est-ce qu'ils s'imaginaient l'intérieur d'une affaire, tu sais, comment c'était fait, comment ça fonctionnait. Moi, quand je regarde des trucs dans la vie de tous les jours, je suis comme, c'est tellement de passion pour moi que faut que je comprenne comment ça fonctionne, puis j'essaie d'appliquer, tu sais, des connaissances particulières que j'ai, puis tester, mettons, mon hypothèse par rapport à ce que j'observe. Ça a été directement ça pour les pneumatiques. Fait que, euh, c'est ça, tu sais, j'ai commencé le bike, justement, à cause que j'allais à l'université avec Nicolas Côté, qui a fait dernièrement un podcast aussi avec notre bon ami Guillaume Coutu chez Physio Vélo. Puis, tu sais, les deux, on a comme vraiment un profil similaire où est-ce quand on est ensemble, puis nos blondes, ils nous écoutent, ils parlent comment, les autres sont, ils parlent en chinois, on geek tellement sur tout plein d'affaires. Puis je pense que comme le génie mécanique, c'est comme le génie qui explique le mieux les choses qui nous entourent. Mettons, first principle, là, c'est comme tu essaies de comprendre tout ce qui t'entoure physiquement, les interactions que tu as dans le monde réel concrètement, tu sais. Fait que là, comme là, avec les pneumatiques, il y a plein de domaines du génie mécanique qui peuvent se transposer justement à ma passion du vélo, tu sais. Il y a comme plein de gars qui sont devenus des aero geeks en vélo puis qui ont été super bons juste à cause qu'il y avait une connaissance de base assez élaborée puis une capacité de faire des pièces spécifiques. Tu sais, Nico, son bac de TT, c'est Razor Custom qu'il a fait, ben, il est rapide, mais tu sais, il y a une raison derrière sa vitesse. Tu sais. Très Fait que, nice. moi, je te laisse y aller. Ok, Je veux non, juste mais clôturer c'est la ça. note. Je voyais, tu sais, c'est vraiment nice d'avoir l'aspect un peu plus scientifique parce que, tu sais, généralement, c'est beaucoup du feeling, puis même ces lignes de départ ou à l'arrivée, tu sais, quand on geekait, puis toi, dans le fond, tu disais que ça faisait 5 ans que tu faisais de la route. Cette année, tu t'étais mis un petit peu plus sérieusement au gravel bike. Puis, dans le fond, je sais que c'est là 2 ans, on a roulé ensemble en gravel à Boucherville, puis tu t'es pointé avec des 23 ou des 28, je me rappelle plus, ou peut-être des 25. Ah, je pense que j'avais des 23, là, des corsets beige, tu sais. J'étais comme, ah, whatever, tu sais, je voulais juste aller vite. Puis, c'est un peu ça, comme, on dirait que je voulais prove a point, pas juste à cet événement-là, mais, tu sais, il y a une grosse course qui, quand même, qui s'est bâtie une réputation sur le circuit canadien, là, pas canadien, mais québécois, là, à la FQSC. C'est l'Enfer des Patriotes. Puis à chaque année, tu sais, la première année, tout le monde était comme ah ouais, tu sais, je l'ai fait-tu, je l'ai fait pas. Puis je pense que la participation était comme so-so. Mais là, tu sais, c'est vraiment rendu comme une épreuve de route, mais qui est mythique, comme un peu le Paris-Roubaix québécois. Puis ils font ça le jour de la fête des Patriotes, puis c'est l'enfer des Patriotes. Fait que tu sais, il y a un aura à l'entour de ça. Mais il y a une année, je me suis présenté justement avec des 23 Corsa, un peu usés. Puis j'étais comme, je voulais juste prouver un point que j'étais capable de faire le front group avec des 23. Puis l'affaire, c'est que j'ai flatté dans la dernière section. Fait que je suis comme,
almost prove a point, mais genre, so close but yet so far, tu sais. Ouais. Mais, fait que là, à partir de là, puis en ayant expérimenté autre chose cette année, on dirait que je me suis bâti une plus grande compréhension de ouais, tu peux le faire, mais en même temps, comme il y a une raison pourquoi l'ensemble du peloton professionnel, tu sais, se dirige vers des pneus plus gros dans des épreuves comme Paris-Roubaix ou l'épreuve de Gravel qu'il y a eu cette année au Tour de France. T'sais. Puis je trouve que c'est comme vraiment intéressant comme de comprendre justement là, les nouvelles philosophies par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est vraiment une bonne anecdote là, que tu nous ramènes. Là. Puis c'est ça, on avait fait de la Gravel à 8 mai. Puis, C'est ça. oui, j'ai pas fait de flat, mais tu sais, c'était T'as pas pas. fait de flat, puis c'était quand même mou, puis en tout cas, moi, je t'avais trouvé bon de... parce que c'est-tu que c'était mou, c'était vraiment au début du printemps en plus, il avait mouillé 2 jours avant, non, c'était pas les conditions idéales pour du 23. Non, c'est ça. C'était comme pas mal juste pour prove a point, là. Mais là, tu sais, comme avec tout ce que je sais, tu sais, là, j'ai ma philosophie par rapport à l'enfer des Patriotes pour la prochaine, tu sais, elle a comme un peu changé puis un peu évolué, là. Puis qu'est-ce que, dans le fond, c'est quoi que, mettons, tes recherches t'ont montré, puis qui ont fait changer d'idée, grosso modo, là? OK. Ben, c'est vraiment, je suis tombé l'autre jour, comme je me promenais sur les internets, puis GCN, des fois, là, ils sortent des trucs, là, puis des reportages qui sont quand même vraiment cool. Puis ils sont allés voir une compagnie qui s'appelle Silverstone. Attends, je ne veux pas dire n'importe quoi. C'était ouais, c'est le Silverstone. Silverstone Efficiency Rig que ça s'appelle le test. Mais ça, le Silverstone, c'est un laboratoire de recherche pour, par exemple, les gens qui veulent améliorer, mettons, faire des tests en soufflerie avec leur bike, ils peuvent. Puis eux sont venus avec un rig qui teste l'efficacité du système as a whole. Et là, je vais faire comme une petite parenthèse. Là. Je ne sais pas si tu as vu passer le vidéo qui parlait des casques blancs versus les casques noirs. Puis, mettons, le Ouais, casque noir il est vraiment plus chaud que le blanc, blablabla. Bla, bla, bla. ouais, Moi, personnellement, j'ai approché ça avec un petit astérix parce que, OK, tu as beau prendre parce qu'il utilisait un pistolet pour lire la température de surface sur le top de ton casque. Je vais essayer, ouais. dans tout l'épisode, parenthèse dans ma parenthèse, d'essayer de vulgariser le mieux possible des sujets qui peuvent être complexes. Puis c'est vraiment comme ça aussi qui me fait triper avec le génie, c'est comme être capable de... Parce que c'est pas compliqué les concepts que nécessairement on apprend à l'école, mais c'est comme quand tu n'as pas tout le bagage, c'est de où tu pars pour l'expliquer comme le plus facilement à n'importe qui, parce que tout ce qui nous entoure, tout le monde est capable d'avoir une certaine compréhension ou un certain niveau de compréhension par rapport à ces affaires-là. Fait que, pour revenir au casque, ils prennent un lecteur de température en surface. Fait que ce qu'ils lisent, c'est la surface du casque. First, euh, ça utilise la réflectivité d'une surface, puis la couleur d'une surface aussi va avoir un impact sur le reading que tu peux avoir. Fait que, mettons, une surface chromée, c'est difficile à lire avec une caméra thermique ou un fusil pour prendre une lecture thermique. Fait que la différence entre le noir et le blanc, est-ce qu'il est mat, euh, est-ce qu'il est illustré, a un impact. Puis l'autre erreur qu'ils font, c'est qu'ils prennent une donnée versus de regarder le système au complet en général. Le système en général, c'est ta tête avec un casque quand tu roules. Mhm. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'à l'intérieur d'un casque, tu as une épaisseur de foam. Fait que ça ne veut pas dire que si la surface, mettons, est à 160 Fahrenheit, puis mettons que le casque blanc, la surface est à 100 Fahrenheit, qu'à l'intérieur de ton casque, c'est 160 ou c'est 100 Fahrenheit sur l'autre. Puis en plus, tu as de la convection qui diminue la température de surface. Fait que, mettons, tout ce qui est système thermique, c'est pointless de prendre une donnée qui est la température de surface versus regarder c'est quoi la température ressentie au niveau du casque. Fait que là, tout le monde peut dire ah, ben là, je suis bien mieux d'avoir un casque blanc. Mais au final, je suis certain que si je faisais comme le calcul théorique, là, puis là, je vais plus avec ma règle du pouce, puis pour avoir fait des analyses thermiques dans le passé, dans ma carrière,
suis pas mal certain là, que la différence là, à l'intérieur du casque quand tu roules, là, c'est 1 degré ou genre 0,5 degré. Là. Ça doit être presque rien. Fait que tu sais, ça revient un peu à la même chose de dire ben je vais juste optimiser un pneu pour revenir au pneu, tu sais, que je vais juste optimiser un pneu pour le rolling resistance, puis je ne regarde pas tout le système comme un tout. Mhm. Alors, si tu prends, mettons, Paris-Roubaix cette année, quand Van Der Poel roulait sur le pavé, tu avais l'impression que la route était complètement smooth. Parce que lui, de la manière qu'il roule, il est tellement fort physiquement que son système est comme super amorti, tu sais. Mhm. Sa chaîne va vibrer moins parce que tu as une clutch sur le dérailleur. Son coup de pédalage, il est smooth. Puis après ça, ben, son pneumatique, lui, il va travailler en, en collaboration avec lui, la manière qu'il roule. Fait que, tu sais, c'est là qu'eux, ils sont arrivés avec tant qu'à moi, une idée de génie. C'est qu'ils ont fait un peu une base d'entraînement à feedback. Je ne sais pas si tu as déjà vu les bases d'entraînement à feedback, là, les deux petits rouleaux magnétiques à l'arrière, puis Mhm. ta fourche est prise, mais dans une position fixe. Fait qu'eux, ils ont fait ça avec des capteurs de force où ta fourche est prise. Ils ont fait un gros rouleau. Puis sur le rouleau, tu as une surface pavée, gravelle, surface de route moyenne, surface de route vraiment lisse, mettons. OK. Puis là, ce qu'ils te demandent, au lieu de te dire hey, je veux que tu mettes tant de watts sur le trainer, ils disent je veux que tu roules à telle vitesse. Parce qu'ils vont optimiser le système en fonction d'une vitesse. Parce que si tu vas à une telle vitesse sur un pavé, ben peut-être que ta fréquence va faire que le système. Tu sais, des fois, on a l'impression que quand on passe sur un dos down, plus on passe vite, moins pire c'est, mais si tu vas vraiment pas vite, c'est si tu vas, genre, mettons, à la bonne vitesse, tu le sens vraiment beaucoup. Puis si tu vas vraiment, vraiment lentement, ben là, ça revient correct. Tu sais. Ouais. Il y a toujours une notion comme de dynamique. Tu sais. Fait que, mettons, si notre ami Andreas qui avait fait Paris-Roubaix versus Mathieu Van Der Poel qui fait Paris-Roubaix, ben, tu ne vas pas optimiser ton, ton système pour une vitesse de pointe ou une allure moyenne qui est la même. Fait que peut-être que Mhm. ton choix de pneumatique est complètement différent parce que lui, Van Der Poel, il va juste comme skipper par-dessus toutes les pierres. Puis si tu vas un peu moins vite, tu vas peut-être plus les sentir, tu sais. Ouais. Fait que je trouvais ça vraiment brillant de leur setup. Fait que, ils demandent à la personne roule à une telle vitesse, puis on regarde combien de watts ça prend à rouler à une telle vitesse. Fait que là, ils peuvent tester la pression du pneu, ils peuvent tester le type de carcasse du pneu, tubeless, pas tubeless. Puis après ça, tu es capable. Puis ce qui en sortait vraiment, c'est comme, c'est mieux d'avoir le mauvais pneu avec la bonne pression, ben, d'avoir un mauvais pneu avec une bonne pression que d'avoir un très bon pneu avec la mauvaise pression. OK. Fait que là, tu sais, ça vient faire comme un peu une analyse de la sensibilité de c'est quoi les paramètres que tu devrais genre le moins négliger quand tu roules un setup. Fait que je trouve que cette approche-là est vraiment intéressante pour les équipes qui veulent optimiser leur, leur gain au final de manière vraiment très, très poussée. Mais il y a des choses que nous, le commun des mortels, on peut en retirer de, de ce qu'eux ont fait là-bas. T'sais. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant l'autre fois comme découverte parce que ça m'a fait penser que j'ai optimisé vraiment mon setup pour les gravels cette année pour minimiser le rolling resistance. Mais en même temps, j'ai pas comme négligé l'aspect efficacité overall de mon système. T'sais. Fait que ça, c'était peut-être le premier point qu'on pouvait discuter par rapport au choix du pneumatique, c'est qu'il faut voir comme en tant que rider, notre système en général, plus que juste s'attarder sur le rolling resistance d'un pneu sur une surface X. T'sais. Ouais. Je pense que de plus en plus aussi, tu sais, mettons, le site Rolling Resistance, je sais pas si tu connais celui qui fait des tests justement sur les pneus. Dans le fond, de plus en plus, on voit l'espèce d'araignée. Tu sais, avant, il faisait juste te dire, ah, ben, voici la Rolling Resistance, tu sauves, ça te coûte tant de watts de rouler ce pneu-là. Mais maintenant, ils font genre, justement, un peu comme
tout ce qui est wet grip, dry grip, puncture resistance. Fait que dans le fond, eux aussi, je pense que de plus en plus, ils essaient de nous éduquer en termes de système et non simplement en termes de euh, de pression puis de résistance, c'est ça? Ouais, ben exact, c'est ça. Il t'aide à avoir un peu une meilleure compréhension de comme c'est quoi les trade-offs que tu fais, puis en plus, c'est cool parce qu'ils ont même un rating en termes d'étoiles. Tu sais. Fait que là, tu peux voir l'espèce de toile d'araignée, tu sais, où est-ce que tu peux être bon dans telle portion, le wet grip, dry grip, etc., etc. Mais en même temps, tu sais, il y a peut-être des pneus qui vont être genre vraiment pas bons dans toutes les areas, puis ils vont mettre juste comme une étoile. Fait que, tu sais, ce qui est vraiment cool, puis c'est une base de données fantastique. Puis je trouve ça cool parce que là, le live, ils l'ont comme un peu monétisé, mais même si la plateforme est monétisée, il reste que si tu ne veux pas payer, il y a suffisamment d'informations pour faire un choix éclairé sur ce que tu veux. Tu sais, la version pro est juste débile, là. Tu peux comme mettre plein de tires en compétition un par rapport à l'autre. Tu peux avoir un spec complet de comme la rolling resistance à chacune des pressions pour un pneu. Tu peux Mhm. avoir même le rolling resistance pour le setup d'un pneu. Est-ce qu'il est monté tubeless? Est-ce qu'il est monté avec un tube à latex en TPU ou un tube en rubber normal? Tu sais? Ça, c'est tous des trucs qu'on peut-être que si on a le temps, on peut toucher après. Tu sais. Pourquoi comme une chambre en latex, c'est mieux qu'une chambre en rubber ou pourquoi le setup tubeless est supérieur, etc., etc. Ça, c'est tous des concepts qui sont quand même vraiment intéressants au niveau physique. Là. Mais non, c'est vraiment un outil puissant. Puis moi, c'est pas mal là-dessus que j'ai basé mon choix de pneumatique pour la saison. Puis ça a quand même, j'ai gardé ça le plus simple, je te dirais, mon choix de pneumatique pour la saison. On dirait que j'a- puis j'arrêtais pas de parler de mes pneus comme disant je pense que tout le monde devrait s'acheter ce pneu-là parce que moi j'ai pas eu de problème, blablabla. Puis that's it, genre one size fit all. Puis mais fait que j'ai l'impression que le monde pense que c'est une question complexe, son choix de pneu. Ça peut l'être, mais j'ai l'impression que tu peux arriver comme à 95% du résultat assez rapidement avec un bon pneu, puis genre, t'es correct, tu sais. Hmm. Fait que dans le fond, si on décortique un peu la toile d'araignée pour quelqu'un, parce que moi, Ouais, c'est ce que j'utilise quand je fais quand je reçois des pneus pour le blog puis je les teste. Souvent, tu sais, justement, je pars de ça, tu sais, la toile d'araignée, puis j'explique un peu, mettons, justement, tu sais, rolling resistance, puncture resistance, puis le grip, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Fait que je sais pas si tu veux parler un peu de ça. ouais, ben, j'ai tombé sur un autre article qui était quand même vraiment intéressant. C'était René S qui font des pneumatiques aussi. Puis, il était comme, il faisait une liste de comme euh, par quoi tu devrais commencer puis par quoi tu devrais finir. Tu sais. Fait que là, il dit la première chose que tu veux faire, c'est que tu veux prendre le pneu le plus gros que tu peux. Après ça, je vais expliquer un peu c'est quoi leur thought process derrière ça, puis où est-ce que moi j'ai peut-être des petits astériques par rapport à ce qu'ils nous disent. Mais il dit commence avec le plus gros pneu que tu peux mettre, avec la carcasse la plus souple possible, puis que tu peux avoir, la carcasse la plus souple, c'est comme ça va définir ton puncture resistance. Parce que plus que tu es souple, par exemple, un corset avec les flancs beige, tout est en coton, ça prend pas grand-chose que tu vas le percer. Fait que, si tu sais que tu as des grosses roches vraiment coupantes dans ta gravelle, puis qu'il y a beaucoup de monde qui font des flats, autres que des pinch flats, là, euh, ben là, tu devrais aller avec une carcasse plus résistante. Mais une carcasse plus résistante va te coûter des watts. Fait que l'idée, c'est plus gros pneu, le plus souple possible. Puis après ça, c'est avec une bande de roulement. Ils disent knob ou pas de knob versus un slick avec leur technologie. Et pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement une corrélation directe entre si tu as des crampons, tu n'es pas rapide versus si tu as des crampons, tu es rapide. Parce qu'on a vu beaucoup de slick, tu sais, il y avait un pneu avec une bande de roulement au centre puis des knobs à l'extérieur. J'ai jamais roulé des pneus aussi lents que ça. J'avais l'impression d'être collé à l'asphalte. Et pourtant, tu regardes le milieu, tu te dis, c'est un slick, ça devrait aller vite. Mais tu sais, c'est pas comme 100% de la réponse. Fait que c'est vraiment
ça qui parlait, puis eux, ils disaient d'aller avec un pneu plus gros parce que si tu prends comme un concept physique qui est comme l'énergie, tu dis, si j'ai un gros pneu au sol, il va déplacer moins de surface parce que j'ai un point de contact qui est plus. Je répartis l'effort sur une plus grande surface. Fait que je vais déplacer moins de sable. Par exemple, si je roule dans du sable. Versus si tu as un 33 puis tu es en 2CX, puis tu es dans le sable, ben, tu vas renfoncer plus creux dans le sable. Fait qu'à toutes les fois que ta roue avance puis qu'elle plonge dans le sable, ben, elle va perdre de l'énergie en devant euh, tasser le sable quand elle s'enfonce. Fait que ça, c'est toute l'énergie qui est perdue, qui ne reste pas dans ton système. Fait que ça, c'est des watts qui s'en vont. Versus plus ton pneu serait gros. Ben, si tu prends l'exemple, moi, un truc que j'aime bien faire quand je regarde des trucs physiques, c'est pourquoi en fat bike, on a des gros pneus puis on ne roule pas du 33, tu sais. Quand tu es dans la grosse neige vraiment profonde, tu ne seras jamais capable d'avancer avec ton 33 parce que tu dois déplacer toute la neige dans laquelle il se renfonce. Fait que ça, c'est vraiment leur prémisse. Puis ils disent, ben après ça, on a fait des tests en soufflerie, puis on a trouvé que, mettons, un pneu plus large n'avait pas nécessairement un impact sur l'aérodynamisme parce que, bon, le gros de l'aérodynamisme, c'est ton corps à toi. Puis ça explique aussi pourquoi que, comme quand je suis sur Rolling Resistance, puis que je compare, par exemple, les pneus que je roule présentement, les TerraSpeed 40 et 45, le 45 est plus rapide sur le drum que le 40. Puis ça, c'est quand même, tu sais, ça pourrait être contre-intuitif de dire, ben, pourquoi le 45 euh, est plus rapide que le 40. Mais moi, je pense que c'est peut-être une combinaison de facteurs, mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce que tu es plus petit, tu es plus rapide, tu sais. Parce qu'il cale moins, dans le fond, probablement. C'est un peu ce que tu disais. Il cale moins, fait que. C'est ça. Mais je trouve que j'ai l'impression que là, il y a peut-être un petit bémol à faire. C'est comme le 45 quand il est testé sur Rolling Resistance, vu que tu ne testes pas le système de manière complète. Puis c'est juste sur un drum. J'ai l'impression que le fait que ton pneu cale ou cale pas n'a pas un impact parce que ça, tu ne peux pas le tester sur leur banc d'essai chez Rolling Resistance parce que tu ne pourrais pas mettre un morceau de sable qui tient sur un drum qui tourne. Tu ferais un beau mess puis tu ne pourrais pas rien mesurer. J'ai juste l'impression que peut-être que la carcasse du 45 mm elle est plus souple ou le fait que tu peux mettre pour une pression équivalente, tu as plus de support parce que tu as un plus grand volume d'air. Mais là, tu es capable d'avoir un système qui est plus efficace sur le drum. Fait que là, tu finis avec un pneu qui est légèrement plus rapide, même s'il est plus gros. Parce que ton volume d'air est différent à cause que tu as un pneu plus gros. Mm-hmm. Puis l'avantage aussi, c'est d'avoir toujours un pneu plus gros, mais tu es capable de rouler des plus basses pressions pour un même degré de support, puis une déflexion qui est peut-être moins grande au niveau de la carcasse de ton pneumatique. T'sais. Fait que là, les étapes, si on revient, c'est de partir le plus large possible avec la carcasse la plus souple possible. Ne pas s'en faire trop avec la bande de roulement puis le knob. C'est ça que tu disais. Puis est-ce qu'il y a d'autres Ouais. étapes après? Ben, là, après ça, c'est que là, la bande de roulement, là, quand tu choisis ta bande de roulement, en fait, il y a plusieurs écoles de. Ben, il y a plusieurs choix sur le marché. Puis, quand tu regardes tes choix, des fois, ça peut être dur de s'y retrouver. Puis, je pense que c'est plus là que les gens vont avoir du problème, de la difficulté. Puis, c'est pour ça que des fois, tu vois du monde qui va avoir un mulet parce qu'ils se disent, ah ben là, ça va être plus rapide. Moi, personnellement, je ne suis pas fan du type mulet, là, de ceux qui ont un pneu différent à l'arrière qu'à l'avant. Mais tu sais, René Hers, il disait, puis ça, c'est un point que je suis vraiment très d'accord avec eux, c'est d'avoir un pneu qui est prévisible, qui, le pattern de tes knobs va être assez uniforme d'un bord à l'autre. Fait que si, par exemple, je tourne dans un virage, puis que j'ai des knobs sur le côté, puis j'ai une bande de roulement slick au milieu, je vais me mettre à glisser jusqu'à temps que je vais gripper. Mais souvent, quand tu commences à gripper, il est déjà trop tard. Tu peux déjà avoir wipe-out, puis ça fait que tu n'as aucune confiance dans ton pneu parce que tu n'es pas capable
de savoir de quoi il est capable quand tu es au maximum de sa grippe, quand tu es dans le knob. Puis tu es toujours peur quand tu es dans le milieu, quand tu es dans le slick, parce que tu te sens toujours glisser. Versus si tu regardes le TerraSpeed, il est plus efficace que certains slicks, mais il n'est pas aussi efficace que les meilleurs slicks. Mais là, j'ai fait un compromis. J'ai dit, je veux avoir le pneu le plus rapide qui a des knobs uniformes sur tout le pourtour de la carcasse. Puis je voulais avoir une carcasse qui était assez ronde pour toujours avoir une surface de contact optimale entre moi et le sol. Puis la règle du pouce, c'est comme ton pneu, il va gripper dans ta surface si tu roules avec ton vélo puis il laisse une trace dans la surface à laquelle tu roules. Fait que, tu sais, si tu as un trop gros knob et tu ne vois pas les knobs apparaître sur, mettons, de la poussière de pierre, ben, tu sais, le TerraSpeed, mettons, quand je vais faire mon entraînement au parc Jean-Sébastien-Bach sur la poussière de pierre, là, c'est fantastique. Ça va tellement vite. J'ai l'impression qu'il est même plus vite sur ces surfaces-là que quand je roule sur le pavé. Et sur le pavé, il est quand même vraiment rapide, tu sais. Mais encore là, pas tous les pneus sont bâtis de manière égale parce qu'avant, j'avais un WTB Riddler qui ressemblait beaucoup au TerraSpeed. Il y avait peut-être un peu plus de knobs, mais somme toute, c'était similaire. Je l'adorais parce que je trouvais que j'avais une grippe qui était uniforme dans toutes les directions. Mais la gomme qui est utilisée ou peut-être la construction de la carcasse faisait que il était plus lent parce que j'étais allé faire une gravelle avec des gars qui roulent super fort, puis on roulait sur l'asphalte, puis eux, ils roulaient 42 de moyenne, puis j'étais comme, c'est sûr, j'étais au moins à 325 watts dans leur roue, juste essayer de maintenir la vitesse. C'est comme, c'est ridicule. Si je peux pas continuer de rouler avec des pneus aussi lents que ça, puis après ça, j'étais allé comme sur Rolling Resistance, puis là, j'ai vu tout de suite que, ouais, finalement, les Riddler, c'est des bons pneus, ils ont une belle grippe, puis il y avait comme 4 étoiles. L'araignée était quand même cool parce que sur le dry grip, c'était vraiment bon. Puis là, le Rolling Resistance, c'était pas si pire, mais c'était pas top. Genre, le Terra Speed était comme fantastique comparé à eux. Fait que, tu sais, moi, grosso modo, là, si on veut résumer ce que tu essayais de dire, c'est comme le plus gros que tu peux, une carcasse qui est souple sans faire de flat. Puis après ça, un pneu qui a un tread le plus uniforme possible avec des crampons. Mais après ça, la grosseur des crampons va dépendre vraiment de ce que tu veux faire. Mais moi, je suis peut-être plus d'avis que tu te fies à Rolling Resistance pour avoir de quoi qui est rapide. Puis je pense que le René Hertz avec les gros crampons comme plus carrés, qui est comme leur sauce secrète, ils disent que c'est presque aussi rapide que les slicks qu'ils font. Mais sur ce que j'ai cru voir, mettons, dans Rolling Resistance, il était comme légèrement plus lent que le TerraSpeed. Fait que j'étais prêt à sacrifier un peu de wet grip, je pense, pour parce que anyway, c'est rare qu'on est vraiment dans des conditions maudies. Parce que tu sais, ouais, c'est ça. Fait que là, pour finir cette parenthèse-là, c'est pas mal comme mes trois lignes que je suggère. Puis après ça, si on veut revenir, mettons, aux conditions de wet grip et de dry grip, je pense que 100% du calendrier qu'on fait pendant l'été en gravel, c'est pas mal du dry grip que ça te prend, pas du wet grip. Le wet grip, où je le vois, c'est vraiment le printemps quand tu fais du CX et tu es dans le gazon. T'sais. Puis là, à partir de là, il faut que tu défasses un peu toutes les idées que tu as du gravel ou ce que tu veux optimiser, avoir un pneu vraiment large. Des fois, tu es mieux d'avoir un pneu qui est plus lent, qui, lui, va s'enfoncer dans le gazon. Il va être plus lent, mais il va s'enfoncer dans le gazon, puis il va aller chercher le solide en dessous. C'est pour ça que des fois, tu vas avoir un pneu plus petit parce que tu cherches vraiment à aller t'enfoncer dans le gazon pour aller chercher cette stabilité-là. Mais la majorité du temps, quand nous, on va rouler en gravel, on cherche plus un dry grip et une efficacité parce qu'on va faire des longues distances. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis en gravel, c'est ça, tu as des longues distances, tu as des longs bouts droits, tandis que c'est assez rare que tu as un bout relativement droit en CX. Là. D'habitude, ça tourne en rond de façon Constante. constante. Fait que non, c'est un bon point. Puis je pense que la vitesse est recherchée, mais pas autant recherchée en CX que c'est plus une affaire d'habileté versus.
Ben oui, ben exact. C'est comme en F1, là, quand ils vont essayer de faire des lap time, là. Tu sais, ce que tu veux Mhm. optimiser là, au final, là, c'est ta vitesse moyenne. Fait que c'est pas ta vitesse dans une section X, c'est vraiment c'est quoi ton type de rider. Tu vois ta course comme étant un système complet, puis tu dis comment est-ce que je pourrais aller chercher la vitesse moyenne la plus élevée à la fin de cette course-là. Fait que si je fais des longues distances puis qu'on vise une vitesse moyenne de 33-35, ben c'est sûr que le rolling resistance, pour moi, il va avoir un très grand impact versus si je fais euh, du CX, ben, je suis tout le temps en train de virer. Ben, si je suis capable d'aller 3 km/h plus vite dans chacun de mes virages, même si je vais 1 km/h moins vite sur les lignes droites à cause que ça me demande plus d'énergie, ben, au final, mon temps autour est plus rapide. Tu sais. Ouais, c'est ça. Euh, Fait que dans le fond, ça fait pas mal le tour, je pense, pour l'araignée. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Non, je pense que c'est quand même pas mal bon. Tu sais. Puis c'est ça, c'est de se fier à ce qu'eux font parce que je pense que leur araignée est vraiment comme vraiment bonne. Mais tu sais, je pense que le dry grip, c'est comme lui qui est le plus important à garder en considération parce que le wet grip, c'est plutôt rare que comme dans les conditions qu'on roule, c'est quelque chose qu'on cherche à optimiser, tu sais, à moins qu'on soit en CX. Tu sais. Ouais, ouais, non, Pour c'est garder ça 100%. simple, là, fait que c'est ça. Puis, OK, le prochain, je pense que c'est la prochaine discussion qu'on a, c'est vraiment aussi l'autre gros sujet sur les lignes de départ puis les lignes d'arrivée, le choix de la pression dans les pneus. Ouais, exact. Moi, je pense que ben là, je t'avais dit que j'allais peut-être arriver avec une équation, là, mais en vrai, euh, plus, plus j'expérimente, c'est une question de feeling aussi. Tu sais, tu peux vraiment le sentir au niveau de la conduite, mettons, que tu vas avoir, puis le confort que tu vas avoir. Fait que, tu sais, il faut qu'on garde l'idée qu'on avait par rapport au système. Tu vas avoir un système efficace. Fait que c'est certain que si moi, mettons, je roule, on va garder le même pneu là, parce que c'est le pneu que j'aime beaucoup en ce moment. Puis ça me rappelle une anecdote qu'on a vécue ce week-end à la course de la Gravelle du Parc. Euh, j'ai un ami qui lui roule le TerraSpeed, mais en 35, puis moi je roule le TerraSpeed en 40. Lui, il roule le TerraSpeed en 35 avec une chambre à air normale là, en rubber. Puis moi, je le roule tubeless. Fait que là, deux choses l'une. Euh, Lui, il va être obligé de rouler une pression plus élevée euh, que moi d'entrée de jeu pour pas flatter. Euh, Parce que, bon, ce que tu veux, c'est que tu veux que ta ride soit smooth. Parce que si, par exemple, il y avait une descente en single track, tu es dans le single track, si ta pression est super élevée, tu n'auras pas de contrôle parce que tu n'auras aucun amortissement. Mais en même temps, lui, il n'avait pas le choix de faire ce compromis-là parce que s'il frappait son pneu, ben, il allait faire un pinch flat, ça, c'est sûr et certain. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que là, il a mis sûrement plus de pression que moi, puis il a quand même pinch flat, puis il devait être moins confortable quand il descendait. Puis ça, c'est parce que il y avait aussi un pneu d'une largeur qui était beaucoup plus petite, un 35. Si, Mhm. par exemple, il y avait eu un 45 avec une chambre en rubber, là, je pense qu'il s'en serait sorti. T'sais. Encore là, tubeless, c'est vraiment une solution qui est gagnante pour ça parce que là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même descendu puis j'ai cogné ma roue une fois. Mhm. Mon rim, tu sais, je roule des rims en alu. Il y a deux, trois dents, là, deux, trois places de Rock Garden à la Big Red. Puis, fait que, tu sais, j'ai pas optimisé ma course pour le Rock Garden à Big Red, tu sais, sachant très Ouais. bien que la majorité du temps, tu vas marcher. Mais je voulais pas faire de flat. Fait que, tu sais, tubeless, c'était le choix legit. Fait que, tu sais, moi, quand je vois ma pression, ben, je veux pas aller taper mon rim autre que dans des situations extrêmes. Puis quand je suis dans une situation extrême, ben, vu que je suis tubeless, je vais m'en sortir, tu sais. Je vais Mhm. sauver. Fait que moi, je pense que c'est important de, comme, tu matches un peu les résultats que tu peux voir sur rollingresistance.com. Tu regardes à telle pression, j'ai tel coefficient. Puis après ça, je pense qu'ils disent aussi comme le poids qu'ils mettent sur chacune des roues parce que c'est sûr que si tu es un rider plus léger, tu peux t'en sortir avec une pression moins élevée. Mhm. Fait que tu roules comme le plus bas que tu peux rouler
pour être confortable, mais en même temps, sans tout le temps être en train de cogner ton rim. Fait que là, si tu es plus mou, ben, tu as un système qui est plus efficace, tu es plus smooth. Puis après ça, ben, tout en restant dans une efficacité qui est pour toi te semble raisonnable. Fait que là, tu sais, mettons, si tu regardes sur Rolling Resistance, tu dis, ben là, OK, une fois rendu à 28 PSI, je perds ben trop de watts, puis tu sais, je sais que je suis pas un gars qui est très fort sur le plat. Fait que tu te dis, ben, OK, je vais peut-être faire le compromis pour aller chercher un peu plus de pression. Mais tu sais, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que là, je roulais très, très, très dur pendant longtemps. Puis là, j'ai commencé à rouler un peu moins dur sans avoir vu une différence marquée. Mais c'est peut-être juste parce que j'avais aussi le choix du bon pneu avec la bonne gomme qui a fait en sorte que je suis arrivé avec une solution qui était quand même idéale pour mes besoins, tu sais. Fait que souvent, quand que je vais rouler, puis tu sais, c'est vraiment de se pratiquer avec son vélo puis de se faire du fun, apprendre à connaître son système, tu sais. C'est pour ça qu'on dit aux gens, tu sais, comme roule tes pneus un peu avant ou roule quelque chose que tu connais, tu sais, pas la veille de l'événement. Parce que là, sur start line, tu es comme nerveux, tu dis quelle pression je vais mettre. L'important, c'est de se bâtir un compas mental personnel de comme OK, ben 30 PSI, ça feel comme ça, 40 PSI, ça feel comme ça, tu sais. Ah, puis c'est un Pour bon ton point. choix, toi. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai aussi que la construction, tu sais, va sûrement, tu sais, va sûrement aussi jouer. Tu sais, les gens qui changent leurs pneus la veille, qui se font un montage tubeless la veille dans le parking, puis dans le fond, qui vont au pif pour le. J'imagine que la construction du pneu va aussi jouer sur la pression que tu mets. Ben, ça va Si ta surtout. carcasse est vraiment molle, ça doit jouer de quelques PSI aussi. Ben, ça va. Ta carcasse va jouer sur plus les watts que sur ta OK. pression en soi, mais sauf que ça peut affecter ton choix de pression. Parce que si tu as une carcasse qui est extrêmement fine, puis que là, tu vas faire un pinch flat, ben, tu sais, tu pourrais quasiment pinch flatter ton, ton pneu. Parce que, Mhm. mettons, à l'exemple extrême, ma copine a fait la course à Gatineau UCI, là, 1.1 Mhm. avec le Tour de Gatineau. Puis il y a une de ses coéquipières, dernier tour, elle a pogné un trou et elle a double pinch flatté. Elle avait des Specialized Turbo, pas les Turbo OK. Coton, là, quand même une bonne carcasse Mhm. qui pourra pas, qui peut pas briser. Mais le pinch flat était tellement intense que ça l'a sectionné son pneu. Fait que Shit. le trou, le nid de poule a carrément ouvert son pneu avec son rim. Heureusement, son rim, il n'y a comme presque pas de chip, mais ça peut être tellement intense un pinch flat que tu peux comme littéralement ouvrir ton pneu. Fait que des fois, c'est peut-être ça aussi qui va faire en sorte que ben, j'ai peut-être une carcasse qui est plus j'ai une carcasse qui est vraiment molle. Le parcours, il y a des roches qui sont vraiment rondes, fait qui ne sont pas coupantes. Fait que là, je vais me dire, ben, je suis prêt à rouler telle pression. Mais tu sais, si tu fais un pinch flat, mettons, dans le Rock Garden, puis mettons, le Rock Garden, c'était toutes des roches qui étaient vraiment rondes, mais ton Mhm. pinch flat va peut-être faire en sorte que, tu sais, ou mettons que tu prends un gros nid de poule, c'est ça. Tu dis, je roule juste de la belle asphalte. Je peux prendre une carcasse vraiment molle parce que les chances que je pogne un clou, blablabla, est quand même mince. Mais tu roules une pression vraiment molle, puis là, il y a un trou qui arrive devant toi, puis tu le vois pas. Boum, tu frappes ton pneu sur ton rim, puis là, il roule, tu sais. Fait que puis ça, après ça, ben là, t'as beau être tubeless, si ta carcasse est complètement sectionnée, ben même une plug, je pense que c'est pas. Tu sais, tu remets Il une n'y a rien chambre à à faire. air, puis ça fait un hernie, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment important comme de garder ça en tête, là, que ta carcasse, si tu roules une carcasse qui est vraiment fragile, moi, je mettrais une coupe de PSI de plus juste pour être safe. Tu sais. OK. Ah, Puis, ça, j'ai pensé à ça parce que, tu sais, mettons, moi, mon bike que j'utilise l'hiver puis l'été, tu sais, pour commute, euh, l'hiver, tu sais, c'était hallucinant. Là. Je pense que je pourrais mettre genre 5 PSI dedans, que le pneu tiendrait encore tellement que la carcasse est ouais, rigide.
Puis quand je mets, mettons, les mêmes PSI que l'été, ça devient totalement inconfortable. Tandis que, puis là, c'est sûr, il y a aussi les conditions, tu sais, c'est un peu plus lousse l'hiver. Mais tu sais, quand j'arrive avec je mets des pneus de gravel dessus, des Gravel King l'été, puis tu sais, c'est tellement plus confortable. Puis je mets beaucoup moins, beaucoup plus de PSI l'été parce que l'hiver, c'est ça, le pneu il finit par se tenir tout seul. Fait que c'était comme plus une Exact. réflexion, mais. Mais c'est pas mauvais ce que tu apportes là parce que ben là, c'est parce que je pense que tu sais, j'ai pas encore touché cet aspect-là de la carcasse pour expliquer le comment du pourquoi. Mais c'est vraiment un très bon point que tu apportes par rapport au froid puis à la rigidité de la carcasse. C'est que l'idée en arrière de tout ça, là, tu vois un peu ton pneu comme une suspension de voiture. Tu Mhm. as deux composantes. Tu as l'effet ressort, qui est comme un effet ressort parfait, là, c'est comme tu compresses ton ressort, puis là, après ça, quand il se décompresse, il te renvoie 100% de l'énergie que tu as mis dedans. Fait que là, ça voudrait dire que tu perds 0 watts. Tu perds rien pantoute. Puis ça, c'est un peu ce que l'air fait dans ton pneu. Mhm. Mais fait que là, à chaque fois que tu roules puis que tu avances, ben, ton pneu écrase. Fait qu'il y a toujours une déflexion. Puis là, après ça, si c'était un ressort parfait, ben là, il viendrait que par se décompresser puis te redonner 100% de cette énergie-là dans ton mouvement. Mais ce qui arrive, c'est que ta carcasse, elle applique, puis ta carcasse, c'est pas un ressort parfait. C'est plus un peu un amortisseur. On appelle ça de l'amortissement structural. Fait que l'amortissement, là, c'est qu'en fonction de la vitesse à laquelle tu écrases, tu viens euh, absorber de l'énergie. Fait que là, puis cette énergie-là n'est pas restituée pantoute, elle est juste absorbée. C'est pour ça qu'on appelle ça un amortisseur, ça absorbe. Mhm. Fait il y a un truc qu'on appelle en génie, c'est l'amortissement structural. Fait que la structure a, de manière inhérente à l'intérieur d'elle, une capacité d'emmagasiner cette énergie-là. Puis cette énergie-là est restituée sous forme de chaleur. Tu sais, tu vas déplacer des molécules, puis les molécules, entre elles, ils vont comme emmagasiner cette énergie-là sous forme de friction, de chaleur, etc. Puis ça, c'est des pertes. Fait que là, c'est Mhm. pour ça qu'on cherche toujours une carcasse qui est la plus souple possible. Tu viens minimiser la perte due à la friction ou à l'amortissement Mhm. structural à l'intérieur de ta carcasse. Fait que là, quand tu roules le même pneu l'hiver, c'est sûr qu'il va être moins efficace. Tu vas perdre des watts par rapport à ça, tu sais. Fait que c'est vraiment important de garder ça en tête. Puis c'est là aussi que la différence entre chacune des chambres à air est un gros impact parce que si tu roules tubeless, tu n'as aucune peau à l'intérieur de ton pneu qui frotte avec la carcasse de ton pneu. Tu sais. C'est vraiment une chambre à part Mhm. entière. Fait que le seul amortissement structural que tu as, c'est celui-là de ta carcasse de ton pneu. Et si tu mets, par exemple, un- une chambre à air traditionnelle, ben là, tu as une friction, une composante de friction entre les deux qui se promènent une par rapport à l'autre. Puis tu as aussi une compression de la chambre à air qui, elle, aussi contribue à l'amortissement structural. Là, si tu tombes avec une chambre à air en latex, pourquoi c'est plus rapide? C'est que le latex, il n'adhère pas à aucune surface. Fait que tu n'as comme aucun. Tu minimises la friction entre la carcasse de ton pneu et ta chambre à air. Là, après ça, j'ai pas vu de test avec les chambres en TPU, mais j'ose penser que les chambres en TPU sont comme un peu à mi-chemin entre le latex euh, puis Le la butyl. chambre à air. Ouais, le butyl, Ouais. exact. Fait que, Ah, intéressant. C'est intéressant parce que je pense qu'on pourrait faire un épisode complet sur les types de chambres à air. Puis je pense que ça serait vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui se pose des questions. Si je me fie mon article sur le TPU, justement, tu sais, pourquoi utiliser du TPU sur le blog, il y a énormément de gens qui vont dessus pour le lait. Puis je pense que ça pose beaucoup de questions. Le latex est moins connu, je pense, au Québec en général. Fait que je pense que ça pourrait être un bon prochain épisode. ben oui, certainement. Puis, tu sais, moi, ça me fait un plaisir aussi de lire un peu plus en détail là-dessus parce que, tu sais, là, moi, j'ai comme un peu ma recette puis je roule whatever ce que j'ai. Mais non, il y a vraiment un, un gros. Ben, tu sais, il y a plusieurs produits sur le marché. Puis, tu sais, c'est vraiment important de regarder, comme je disais, tout
comme étant un système, tu sais. Fait que, vraiment. Puis, tu sais, c'est vraiment de comprendre, tu sais, le comment du pourquoi, là. Tu sais, pourquoi je choisis un par rapport à l'autre. C'est juste, c'est de la physique pure et dure de qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le moins efficace, puis où tu es prêt à faire le compromis, tu sais. Ouais, puis je pense que c'est ça que les gens se posent comme question, tu sais, c'est quoi qui est le plus efficace? Puis je pense que malheureusement, tu sais, un peu comme tu le donnais avec l'exemple des casques puis de GCN qui est très clickbait, on a beaucoup de demi-vérités, tu sais, sur les médias sociaux, puis pas tant de science qui vient backer, tu sais, c'est beaucoup euh, tu sais, justement, tu parlais du pneu que tu trouvais très lent, puis que moi-même, j'ai été surpris en l'essayant, ce pneu-là. Tu sais. J'ai été surpris de savoir après ça, parce qu'il avait l'air rapide, mais que mon Pirelli avec des crampons, le S, était beaucoup plus rapide selon la plupart des informations qui étaient disponibles. Fait que c'était vraiment intéressant d'avoir, je pense, justement, tu sais, cet exemple-là. Puis c'était pour ça aussi que on en avait parlé après Big Red, toi puis moi, justement, de ce pneu-là. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant qu'on puisse parler aujourd'hui de pneus puis de démystifier un peu la science derrière le pneu. Exact. Tu sais, puis pour faire un retour sur ce que tu disais, ben c'est comme quand même un gros pneu, la bonne pression, une carcasse qui est molle, mais tu ne prendras pas de flat. Là, fait que tu essaies de faire un compromis. Puis après ça, moi, je voudrais avoir toujours le pneu le plus prédictible possible avec un bon dry grip. Puis avec ça, tu es comme en business. Good. Ben, je pense que ça fait le tour. C'était un très, très bon épisode. Là. 51 minutes que je vois de discussion. Ça veut dire que, en général, ça veut dire que c'est un bon épisode. Là. C'était une très bonne discussion. Puis je pense qu'on va pouvoir faire un retour. Puis je sais que d'habitude, les gens m'écrivent quand c'est des invités qui ont de la science ou qui ont quelque chose à dire qui sort un peu de l'ordinaire. Fait que je pense qu'on risque de se reparler dans d'autres épisodes sous peu. Ben super, ben moi j'espère juste que ça va aider les gens à faire un meilleur choix. Tu sais, je pense pas qu'on ait comme rien dit de trop groundbreaking, mais tu sais qu'au moins on a donné un work frame, ben une manière de peut-être approcher la sélection de son pneumatique qui est qui est plus adaptée ou c'est ça, qui va rendre le choix plus facile. Même aux néophytes, tu sais, si tu commences par quoi, tu sais. Fait que, 100%. Puis justement, tu sais, pour les gens, mettons, t'as dit TerraSpeed, c'est ton design préféré. Tu as beaucoup parlé de René Hers. C'est-tu des designs que tu apprécies particulièrement? ben, moi, je trouve ça quand même intéressant. Ils font des beaux pneus, mais tu sais, pourquoi je suis allé pour le TerraSpeed, c'est que je voyais que rapport qualité-prix, il était meilleur que le René Hers. Fait que, tu sais, si tu es prêt à, à faire, à faire l'achat de ce pneu-là, ben, go for it. Puis, ben, tu sais, un de mes amis, Marco, qui vous avez déjà nommé là, dans le podcast dans le passé aussi, lui, il roulait les Renières ce week-end à la Gravelle du Parc. Mais en tout cas, selon ce que j'ai entendu dire, c'était des pneus qui étaient aussi extrêmement fragiles parce qu'eux font, au niveau de la carcasse, ben, ils ont le extra light qu'ils appellent. Fait qu'ils ont une carcasse qui est hyper molle, fait que c'est peut-être plus prompt au puncture à long terme versus le TerraSpeed, je pense qu'il est comme un bon compromis dans cette avenue-là. Puis, tu sais, j'ai un ami aussi qui roulait aussi le J1 Byte de Schwalbe. Ça aussi, c'est un bon pneu. C'est comme... Bon, ben, on va lancer un message aux sales reps de René Hers, Conti et Schwalbe. Envoyez-nous des pneus à tester si vous voulez qu'on parle de vos designs lors d'un prochain épisode. Exact. Cool. Ben, hey, un gros, gros merci pour ton temps. Puis, ben, écoute, on se reparle, puis on va voir qu'est-ce que les gens disent. Puis, je te réinvite sans faute pour d'autres épisodes. Super, ben tout le plaisir est pour moi aussi. Donc, une bonne journée à toi, puis on se reprend. À bientôt. Yes, bye. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce fut éducatif et que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Avant de se laisser, je tiens à vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné et que vous avez aimé ce contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser une évaluation
positive afin que d'autres personnes puissent découvrir le podcast. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.